Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. Cette vidéo est nécessaire pour continuer dans la veine où je suis. J'ai récemment visionné une vieille télésérie du Québec qui m'a ramené à la poésie de mon adolescence. Lorsque, étant un rat de bibliothèque, j'ai lu beaucoup sur toutes sortes de sujets, dont la poésie, et que je dois humblement avouer que je n'y comprenais rien. C'était trop abstrait pour moi. J'ai malgré tout écrit quelques poèmes durant mon adolescence, surtout après des peines d'amour. Et puis, je les ai oubliés quand je suis parti du Québec pour m'en venir ici aux Philippines. J'ai tout brûlé pour être sûr que personne ne mette la main dessus. Parce que, de un, ça ne m'appartenait plus. C'était sorti de moi. Ça faisait partie du passé. Et puis, m'ayant fait une coquille, une carapace tout au long de ma vie, à cause de mon hypersensibilité, je me suis refusé à ce que quelqu'un mette la main dessus pour s'en servir contre moi. Donc, pour commencer mon parcours, étant le 9e d'une nombreuse famille, je me suis toujours senti oublié. J'ai jamais, selon mes souvenirs, peut-être que d'autres vont se souvenir de choses, mais moi, dans mes souvenirs, j'ai jamais cherché à attirer l'attention plus qu'il faut. Selon ce que ma mère m'a déjà dit, j'ai toujours été un enfant très obéissant, dont mon père adorait. Moi, j'en ai aucun souvenir. Puisque mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans. On vivait dans la pauvreté. On mangeait à tous les repas, mais pas toujours ce qu'on aurait voulu. Des déjeuners, 2 tranches de pain, de la cassonade puis du lait, ça m'est arrivé. Du ballonné cuit dans le jus de tomate avec des oignons, ça m'est arrivé. Mais j'en tiens pas rigueur à ma famille, à mes parents. C'était comme ça. J'étais un enfant solitaire. Puisque, étant le dernier, étant un accident, je n'étais pas voulu. Je suis né 5 ans et demi après le dernier. J'étais pas prévu dans le portrait. Donc, j'ai vécu beaucoup de solitude, même dans mon enfance. Rejeté par les autres enfants, souvent. Très naïf, je me suis fait voler souvent par les autres. Tranquillement, je me suis fait une carapace.
J'étais intimidé à l'école, trop vite pour les autres, trop bon pour certains, qui étaient considérés par les professeurs des cancres. Moi, j'étais dans les premières classes. J'étais toujours celui qui avait la plus grande gueule. Aussitôt que le professeur posait une question, j'étais toujours le premier à lever la main. J'étais souvent celui choisi pour répondre. Donc, ça a créé beaucoup de jalousie et j'ai été très intimidé à cause de ça. Et puisque ma mère m'avait dit qu'elle ne voulait pas que je me batte, à cause qu'elle avait eu trop de problèmes avec mes frères, j'ai obéi. Donc, je me laissais battre. Jusqu'au jour où, en arrivant à la maison, avec la bouche ensanglantée, ma mère a cru que je m'étais battu. Elle ne m'a pas laissé le temps de dire que je ne m'étais pas défendu. Je les avais laissés faire. Je les avais laissés faire. Elle m'a foutu une volée par-dessus. Il y a eu comme un déclic. J'ai commencé à m'intéresser aux arts martiaux, à en pratiquer en secret, puisque ma mère ne voulait pas. Elle ne voulait pas que je devienne un bagarreur comme mes frères. Moi, je voulais apprendre ça tout simplement pour me défendre, pas attaquer. Tout au long de ma vie, j'en ai pratiqué des arts martiaux, sans jamais en parler en personne. Les avis négatifs, j'en avais soupé. Donc, en cachette, je pratiquais des arts martiaux. J'ai touché à plusieurs sortes. Dont le dernier taekwondo, que je pratiquais en cachette à la maison pour aider mon fils à progresser, parce que lui suivait des cours officiels. Moi, je suivais des cours par l'Internet, par un grand maître coréen. Je voulais toujours être une ceinture au-dessus de mon fils pour pouvoir l'aider à cheminer. On pourrait dire en quelque sorte que j'ai une ceinture noire en taekwondo, mais pas officiellement. Parce que c'était des vidéos que je regardais pour les coups, pour tout ce qui a trait au taekwondo. À part les mots en taekwondo, que j'apprenais seulement ceux que mon fils avait besoin d'apprendre. Pour l'aider. À l'âge de environ un peu moins de 50 ans, j'ai eu comme un reality check. N'ayant jamais su pourquoi j'étais différent, pourquoi j'étais rejeté. En allant consulter pour mon fils avec mon ex-femme, sa mère, on a appris qu'il était TDAH et que c'était héréditaire à plus de 80%. Et puisque durant ma relation avec sa mère m'a souvent fait des reproches. Ah, tu dois être bipolaire, tu dois être ci, tu dois être ça, tu dois être maladie mentale, non. Elle ne m'a jamais laissé tranquille. Elle voulait que je consulte. J'ai refusé. Et puis, quand on a eu ce diagnostic-là pour mon fils,
j'ai tout de suite été pointé du doigt par elle. Malheureusement, à l'université, on apprend aux professeurs que les TDAH, les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, sont pas les bienvenus dans les classes. Qu'ils étaient des troubles-fêtes. Dû aux politiques stupides de ma province, de couper dans les professeurs, les salles de classe, etc., dans les budgets. Un professeur avec 30 élèves, c'était pas rare. Sur 30 élèves, quand il y en a 25% qui ont des problèmes d'apprentissage, puis qu'il n'y a pas de service spécialisé pour chaque école, mais pour un groupe d'écoles. Donc, le spécialiste se déplace d'une école à l'autre, passe très peu de temps avec les élèves et le travail est bâclé. Les professeurs doivent faire le reste et certains ne le font pas et n'aiment pas ça. Se fatiguent et puis, comme on l'a vu les dernières années avant que je parte, beaucoup lâchent la profession. Trop de travail, trop de responsabilités. Un professeur doit enseigner et non pas éduquer, ce qu'on leur demandait. Donc, c'était pas bien vu par mon ex que mon fils soit TDAH. Elle rêvait plutôt à une vie tranquille, après avoir vécu une vie, elle aussi, difficile, avec une mère malade, avec 2 maladies dégénératives. J'étais comme de trop dans le paysage. J'étais pas le bienvenu. Je n'étais plus le bienvenu. Alors la dégringolade de ma relation avec elle a commencé. C'était un autre échec amoureux, parmi tant d'autres. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Sans me vanter. Je veux pas me vanter parce que c'est pas un record, c'est pas des trophées. J'ai eu plus de 30 petites amies dans ma vie. J'ai arrêté de compter à 30. J'en avais ras-le-bol de recommencer à zéro. Jusqu'à temps que je comprenne que j'en étais en partie la cause, à cause de ma différence. Mais on dit toujours que c'est 50-50. Hein? L'autre partie n'était pas prête à m'accepter comme j'étais. Et avec la montée du wokisme, les gens qui avaient perdu leur gentillesse après le COVID, les prix qui avaient augmenté de façon exponentielle, tout augmentait sauf les salaires. Ça n'allait plus bien dans ma vie personnelle. Ça n'allait plus bien dans ma vie professionnelle, matérielle. Je n'arrivais plus. Et ce que je cherchais, au fond, c'était la simplicité. Tout simplement. Et en quelque part, nous recherchons tous la simplicité de notre enfance, où il n'y avait jamais de problème. Tout était beau, tout était simple, tout coulait tranquille. Pour une enfance normale. Il y a des enfants qui ont été battus, etc., d'autres abusés. Je ne parle pas de ce genre d'enfance-là. Je parle de l'enfance où, dans notre tête,
le wishful thinking, comme ils disent en anglais, ça fait partie de l'enfance. C'est ça, même en étant adulte, que l'on recherche, sans pouvoir mettre le doigt dessus, sans être capable de le nommer. En voyant cet épisode, je suis tombé dessus, puis que j'ai recommencé la série depuis le début, les mots sont venus. Les noms, les choses que je cherchais sont venus. Par d'autres. Par de la poésie. Enfin, aujourd'hui, j'en comprends le sens. Mais je suis toujours resté, quand même, solitaire. Ma blonde, parfois, retourne dans son barangay pour travailler. Ça me fait quelque chose. Parce que je suis bien avec elle. Je l'aime. Elle est exceptionnelle. C'est un être humain exceptionnel. Tout comme sa mère. Comme plusieurs membres de sa famille. Comme d'autres personnes que j'ai connues. Il y en a beaucoup de ça ici. Il y en a beaucoup des gens exceptionnels ici. Alors je m'ennuie. Je m'ennuie de sa présence, de sa peau. Juste toucher sa peau, c'est... J'ai pas besoin de plus. Quand j'étais plus jeune, je perdais mes blondes, je me disais, c'est quoi que je fais de mal? Suis-tu un mauvais amant? Alors j'ai lu pour comprendre ce que les femmes aimaient. Puis je me suis appliqué. J'ai travaillé là-dessus. Je vais être un meilleur amant. C'est pas ça que les femmes veulent. J'ai passé à côté. Aujourd'hui, j'essaye plus d'être un amant exceptionnel. Côté sexuel, je parle. J'essaye tout simplement d'être un être humain qui donne et qui reçoit. De simplement, pour moi, de tout simplement toucher sa peau, la regarder, ça me suffit. J'ai pas besoin de la pénétrer pour ça. Excusez. C'est pas une priorité pour moi. Détrompez-vous, je suis encore capable. Détrompez-vous. Mais c'est plus une priorité. C'est plus une priorité pour moi depuis que, vers l'âge de 52 ans, quand que j'ai obtenu mon diagnostic de TDAH, j'ai été 1 an sans être capable d'avoir érection à cause de l'andropause. J'avais eu des signes avant ça de l'andropause. Je perdais connaissance parfois, même au travail. Ça, c'est des chutes de pression qui font ça. C'est dû à l'andropause. Mais pendant 1 an, c'est peut-être pas seulement dû qu'à ça. C'est peut-être dû aussi à ma séparation que j'ai eue avec la mère de mon fils. Que j'avais tellement investi dans cette relation-là. C'était la plus longue relation que j'avais eue dans ma vie. J'ai tellement investi
Puis j'étais sûr, quand je l'ai mariée, j'étais sûr que c'était la dernière, la bonne. Puis quand que j'ai réalisé après la séparation, une fois rentré dans mon appartement, j'ai réalisé que j'avais frappé un mur solide. C'est mon ego qui en a pris un coup. J'ai été 1 an sans pouvoir avoir envie d'être avec une femme. Parce que je savais qu'il n'y avait rien qui se passait entre mes deux jambes. Je ne sentais rien, que ce soit là ou ailleurs. Même là, même là. Plusieurs années plus tard, 7 ans plus tard, je me suis rendu compte que, malgré que j'étais sorti de cette crise-là, que ça avait été mieux, il y avait une autre pente descendante à cause de l'après-COVID. Puis tout ce que je lisais depuis quelques années à propos du wokisme, que les gens de mon âge, les hommes blancs de mon âge, n'étaient plus voulus dans la société. On était tous des sales pervers, des racistes, des sexistes. On n'était plus voulus. Quand je suis tombé sur des vidéos d'ici, j'ai dit pourquoi pas. Je suis plus bien où je suis. J'étais plus bien là. J'avais même plus envie de vivre. Je ne me voyais pas passer le cap des 65 ans. Je me disais, je vais mourir avant. Le stress et tout, ça va me tuer. Beaucoup de personnes autour de moi, de mon âge, quelques-uns un peu plus vieux, cancer de ci, cancer de ça, crise cardiaque, AVC, stroke, comme ils disent en anglais. Avant, on disait AVC, après ça, on disait ACV. Les termes ont changé, mais ça revient au même. Un accident cérébrovasculaire. Tout ça dû à la vie moderne. La vie de l'Ouest. La vie matérielle. L'American Dream. Toujours travailler en espérant mettre de l'argent de côté, mais on ne peut jamais parce qu'on est trop taxé. On est trop taxé. On a toujours trop à payer. Ça coûte trop cher. On ne gagne pas assez cher. On ne peut jamais mettre une scène de côté. Le système scolaire forme les gens pour ça. Pas pour devenir des entrepreneurs, pas pour devenir des personnes aisées, simplement pour devenir des bons employés obéissants, qui ne posent pas de questions. C'était pas ce que je voulais. L'argent ne m'a jamais intéressé. L'argent me pue au nez. À chaque fois que je devais parler d'argent avec ma deuxième femme, ça me donnait mal à la tête. Ça me rendait malade. Parfois, j'étais en colère. Parce qu'on ne s'entendait pas. J'ai jamais aimé parler d'argent. J'ai jamais été intéressé par l'argent. Je suis pas un ambitieux. Je suis pas venu ici aux Philippines pour faire une grosse business puis faire du cash. Ça m'intéresse pas. Je suis venu aux Philippines pour chercher la paix. La simplicité. L'amour. L'amour véritable.
Je m'attendais pas à le trouver direct en arrivant. Mais c'est arrivé comme ça. Il y en a qui sont ici depuis longtemps, 1 an et demi, 2 ans, ils n'ont pas encore trouvé. Il y en a qui ça les a pris 3 ans avant de trouver. Il y en a qui sont venus ici même pas pour ça. Juste pour pouvoir finir le jour en paix, dans la tranquillité d'esprit. Ils ont fini par tomber en amour. Trouver quelqu'un qui les respectait. Ils ont trouvé quelqu'un qui les aimait pour eux-mêmes. Certains d'entre eux ont trouvé quelqu'un pour ne pas être tout seul, puis en même temps, ben, ils aidaient cette personne-là dans leur vie. C'est du donnant-donnant. Il y en a que c'est comme ça dans leur relation. Il y en a des vlogueurs qui le disent. Que c'est comme ça dans leur relation. Puis la dame est à côté de lui, là. Puis il dit franchement à la caméra, c'est donnant-donnant. Moi, j'y donne ce qu'elle a besoin pour vivre. J'aide ses enfants dans leurs études, etc. Ce qu'il y a ici, ça va y rester. Puis elle, ben, elle me donne la compagnie, elle me donne l'amour, puis elle me donne du sexe. C'est donnant-donnant. Moi, en plus, j'ai de l'amour. Du vrai amour. Je le sens. Je le sens. J'ai parlé plusieurs fois à ma blonde. Oh, je t'ai écœuré, je vais tout vendre, je vais me retourner au pays. Non, je veux pas que tu partes. Ah, je fais pas assez d'argent, j'arrive pas. Pas grave, je vais travailler. Je vais travailler, je veux que tu restes. Tu payes les factures, puis s'il manque d'argent pour la nourriture, je vais payer. Je vais payer des cigarettes. Si tu mets à penser à ça, ça va quand même. La même en coalice. Fait que dans ma vie actuelle, beaucoup de personnes pourraient penser que je fais une superbe belle vie. Il y a des gens ici qui pensent que je suis riche parce que je suis un foreigner. Non. Je suis un homme simple qui a été blessé dans sa vie. Puis qu'ici, j'ai trouvé la paix. La paix de l'esprit, la paix de l'âme, la paix du cœur. J'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé des gens exceptionnels qui sortent de l'ordinaire. Il y en a beaucoup qui m'ont dit avant que je parte du Québec, « Oh, c'est une fuite par en avant que tu fais. Tu fuis. » Je fuyais, oui, je fuyais le système qui nous drainait. Le système qui draine encore pour ceux qui sont restés là-bas. Certains font semblant d'être heureux en allant voir des spectacles, en allant manger au restaurant, faisant des barbecues avec les amis. Il y en a qui font semblant d'être heureux. Moi, j'en avais marre de faire semblant. J'en avais marre de sourire quand j'avais envie de grincer les dents. J'en avais marre de dire tout va bien quand j'avais envie de dire ma vie c'est de la merde. J'aime pas ce que je vis. Je suis pas heureux. Les gens ne veulent pas entendre ça. Quand on dit ça, les gens se referment. Ils n'écoutent pas ce que tu dis. Ils ne veulent pas entendre. Ils veulent entendre que tout va bien. Parce que pour eux autres aussi, ça va pas bien. Ils ne veulent pas entendre que toi, ça va pas bien. Ils veulent entendre que quelqu'un autour d'eux autres, quand au moins lui, ça va bien. Ah, pour lui, ça va bien, je suis content. Mais pour eux autres, ça va pas bien. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre dire des autres.
Donc, n'ayant pas un gros cercle d'amis à cause de ma franchise, de dire non, ça va pas. Le cercle s'est vidé. Même certains amis virtuels ne veulent pas entendre que ça allait pas bien. Parfois, il y a des choses qui vont pas bien. Quand il mouille pendant 5 jours de fil, puis que je peux pas rien faire dehors, puis c'est plate anti-guidou, ou si ma blonde s'en va, puis je m'ennuie, je trouve ça plate, surtout quand il mouille. Il y a des amis virtuels qui ne veulent pas l'entendre. Pour eux autres, ben t'as l'amour, tout va bien. Tout ne va pas toujours bien. Faire semblant, c'est pas mon genre. Oui, j'ai rencontré l'amour. Le vrai. Oui, ça me rend heureux. Mais il n'y a pas juste ça. L'amour seulement ne suffit pas. L'amour seul ne suffit pas. Une chance que j'ai des bons voisins. Il y a des bonnes personnes autour ici. Il y a des bonnes personnes dans la famille à ma blonde. Une chance que j'ai ça. Au Québec, je l'avais même pas. J'ai même autour de moi, dans mon cercle très proche de moi, il n'y avait qu'une seule personne qui était correcte. Mais je ne l'aimais plus. Je me suis menti. Pour rien. J'ai fini par... Quand je suis parti, je l'ai blessé. Mais je me mentais à moi-même. J'étais plus capable. Vous pourriez penser que mon bilan est négatif. Il ne l'est pas. Même si j'ai pensé souvent à retourner au pays, c'était tout simplement par nostalgie, je crois. Présentement, je crois que c'était par nostalgie. Parce que le Québec, c'est beau. C'est superbe. C'est beau, c'est grand. Les paysages sont à couper le souffle. Mais c'est le système en place qui est pourri jusqu'à la moelle. Le système en place qui nous transforme en zombies. Le système en place qui nous nourrit de cochonneries. Pour nommer un nom, McDonald's. Pour en nommer un autre, poulet frit Kentucky. C'est de la merde qui nous est vendue, qui nous rend malades. Même les docteurs aujourd'hui ne sont même plus formés pour nous guérir. Les docteurs aujourd'hui sont formés pour étouffer les symptômes de ce qui nous rend malades. Quand tu as le rhume, quand tu as la grippe, il y a des symptômes qui apparaissent, ils sont normaux. Ils doivent vivre pour que ton corps les combatte, pour que tu finisses par passer à travers. Mais il y a des pilules pour effacer ces symptômes-là, pour que tu n'ailles pas à les vivre. C'est sûr que tu vas passer à travers du virus quand même. Mais les pilules qu'ils nous donnent, ça ne nous guérit pas. Les pilules qu'on achète à la pharmacie, qui couvrent les symptômes de rhume et de grippe, c'est simplement pour étouffer le symptôme, pour le faire taire. Ça ne nous guérit pas.
C'est la même chose pour plusieurs maladies. L'Alzheimer, le Parkinson. C'est des pilules pour étouffer les symptômes. Ils ne peuvent pas guérir ces maladies-là parce qu'ils ne font pas les bonnes recherches. C'est ça, ils ne font pas les bonnes recherches. Les compagnies pharmaceutiques empêchent les chercheurs de trouver la solution parce que ce n'est pas payant. Ce qui est payant, c'est les pilules qu'ils vendent qui étouffent les symptômes. Le sida, c'est la même chose. Les gens qui ont le sida, ils peuvent vivre des dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années en ayant le sida, tout simplement en étouffant les symptômes. Ils savent quoi faire pour enrayer la maladie. Depuis le temps, depuis les années 80, que le sida est apparu, dans les années 80. Ils savent, mais ils ne le feront pas. C'est ce système-là de mensonges, de fake news que j'ai quitté. Ce système pourri à la moelle qui nous utilise pour devenir plus riches, tandis que nous, on reste pauvres. Les gens ici pensent qu'on est riches là-bas. Mais quand ils se rendent là-bas, ils passent un an là-bas, il y en a qui reviennent et disent ils ne sont pas riches là-bas. Ils ne sont pas riches. Mais ceux qui sont ici et qui n'ont jamais été, là, pour eux autres, on est riches. Quand ils voient un foreigner, là, il est riche, lui, il est millionnaire. On n'est pas millionnaire. C'est sûr que dans un an, quand tu fais 50 000, ben, c'est plusieurs millions ici. Là. C'est 2 millions que tu fais par année. Pour eux autres, c'est millionnaire. Mais ils ne comptent pas le 60% de taxes, d'impôts et de tout frais cachés que tu payes. Puis sur le 40% qui reste, ben, ton hypothèque ou ton logement, la nourriture, l'essence, les paiements de voiture. Au bout, il ne reste plus rien. Au bout, il ne reste plus rien. Le paiement de voiture, c'est le prix d'un appartement. C'est le prix d'un appartement. Puis un appartement, c'est pas 50 $, là, comme ici. Hein? Il y a des appartements ici, c'est 50 $ par mois. 4-5 000 pesos. 5 000 pesos, c'est 96 $. Chez nous, un appartement, 2 chambres à coucher, 1500, 1600, 1700 $. Quand ils viennent chez nous, ils sont payés au salaire minimum. Là. Il faut qu'ils payent ça pendant un an. L'hiver, les bottes d'hiver, les manteaux d'hiver, les tucs, les mitaines, tous les frais qu'ils ont. Il y en a qui reviennent. Ils ne sont pas plus millionnaires que nous autres. Ici, c'est moins cher, mais on gagne moins cher. Là-bas, ils gagnent plus cher, mais ils payent plus cher. Ils payent plus de taxes que nous autres. Donc, moi, j'aime mieux me retrouver ici, avec des gens exceptionnels, sans hiver, même s'il y a des pannes de courant, on s'en fout. Je ne gèlerai pas. Le plus bas qu'il a fait depuis que je suis ici, c'était au mois de décembre l'année passée, il a fait 21 la nuit. C'est le temps le plus frais de l'année. 26 le jour, 21 la nuit. Donc, panne de courant ou pas panne de courant, on s'en fout. On s'en fout. Donc, le bilan, pour moi, il est positif. Il est positif parce que si je regarde ma vie dans son ensemble,
Si j'avais mis de côté tout l'argent que j'ai flambé pour rien, pour paraître heureux, tous les cossins que j'ai achetés, qui ici sont inutiles. Si j'avais mis tout cet argent de côté-là, ma blonde ne serait pas obligée de travailler. J'aurais peut-être pu me payer une voiture plus récente. On pourrait peut-être voyager dans les Philippines pour voir plusieurs places, même aller faire un tour en Thaïlande pour le fun. C'est quand même beau la Thaïlande. Mais, étant à cause de mon TDAH dépensier, j'ai flambé trop d'argent dans des choses inutiles. Flamber de l'argent dans les bars pour impressionner les filles, même si je les ai eues dans mon lit, je les ai pas eues dans ma vie. C'était complètement inutile. Sans vanter ensuite aux autres gars. Ah, j'ai eu telle fille, j'ai eu telle fille, j'ai eu telle fille. C'était totalement inutile. Si j'avais mis de l'argent de côté, tout cet argent-là de côté, comme je l'ai dit, ma blonde serait pas obligée de travailler. Mais, je fais avec ce que j'ai. Mais je suis pas malheureux pour ça. J'ai simplement parfois la nostalgie de mon pays. Pour la beauté de celui-ci. Parce que je suis fier d'être québécois. Je ne suis pas canadien. Au Canada, on ne veut pas les Québécois. On n'aime pas les Québécois. Pour les Européens qui me regardent, là, le Canada n'aime pas le Québec. Parce qu'on veut être une nation à part entière. On veut que le Canada accepte le fait qu'on est français, qu'on parle français. Puis le Canada ne veut rien savoir de ça. Le Canada veut faire la même chose que les États-Unis ont fait avec la Louisiane. Ils veulent assimiler. Ils veulent qu'on parle leur langage, qu'on pense comme eux, puis qu'on fasse comme ils disent. Mais on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes racines. On n'a pas des racines anglophones, on a des racines francophones. On a une façon différente de parler. On n'a pas des racines germaniques comme les anglophones. On a des racines françaises. On a du sang latin. On ne pense pas comme eux. On est différent. C'est cette différence qui les dérange. C'est cette différence qu'ils veulent éliminer. Donc, en quelque sorte, je ne suis pas fier d'être Canadien, mais je suis fier d'être Québécois. Avec la montée du nationalisme en ce moment, je crois que d'ici quelques années, il y aura un autre référendum pour libérer le Québec du Canada. J'espère que ça va se faire du temps de mon vivant. Ça va me faire pleurer de joie. Je compte bien, d'ici 1 an, installer un drapeau du Québec, ici. Puis un drapeau Mohawk. Un drapeau Innu, si je peux en trouver un en ligne. Parce que j'ai ces racines-là aussi. Et, bien sûr, un drapeau des Philippines. Je ne veux pas manquer de respect au pays qui m'a accueilli. Je vais mettre le drapeau des Philippines en haut, au-dessus, le Québec ensuite, et les 2 autres nations autochtones après. Donc, mon bilan
Il est positif. Il est tout à fait positif. J'ai fait cette chaîne YouTube pour laisser quelque chose à mes enfants. Parler de qui je suis, pour être ceux qui me connaissent mieux, qui me connaissent bien. Je me suis ouvert. J'ai parlé de toutes sortes de sujets à propos d'ici. J'ai parlé de ce que je vis. Puis même là, il y a toujours des trolls. Il y en a eu quelques-uns qui m'ont fait des remarques inappropriées ou des jokes plates. Je leur dirai ceci. Si vous pensez me faire réagir pour vous donner du gaz, pour que vous continuiez à cracher votre venin, vous vous trompez de vlogueur. Toute ma vie, j'ai subi l'intimidation. Surtout enfance, adolescence. J'ai appris par les arts martiaux à ignorer les idiots, car seuls les idiots ne changent pas d'avis. Même si je raconte mon vécu, il y a quand même des trolls pour dire que j'ai tort, que je n'ai pas raison, que je mens. Mais c'est mon vécu. Donc, quand on tombe sur des gens de cette trempe-là, ce sont tout simplement des idiots, des gens jaloux. S'ils ont vécu quelque chose d'autre, tant mieux pour eux. Mais moi, je ne suis pas dans leur peau, je suis dans la mienne. Donc, ce que j'ai vécu, ce que les trolls disent, les contradictions de leur discours versus ce que moi j'ai vécu, ce que je raconte, ça me passe sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. La seule chose que ça fait réellement, c'est que je me rends compte que vous êtes un idiot. Que tu es jaloux. Tout simplement. Mais la jalousie, c'est un sentiment négatif que je ne connais pas. Je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Je suis content s'il arrive quelque chose de bien à mon voisin. Je suis content s'il arrive quelque chose de bien à un membre de ma famille. Je ne le jalouserai pas parce que je ne suis pas ambitieux. Je n'ai pas l'ambition d'obtenir ce que tu as. J'ai tout simplement l'ambition de te voir heureux. Désolé. Sur ce, les amis, je vous laisse sur ce chapitre de ma vie qui était nécessaire. Ça me trottait dans la tête après avoir vu quelques émissions de cette télésérie. Et puis, j'ai senti un besoin énorme de partager tout ce que je viens de partager avec vous. Pas pour qu'on me dise « Ah, tu fais pitié » ou tout simplement pour le partager. Si ça peut aider d'autres dans leur cheminement personnel, tant mieux. Tant mieux. Mais moi, j'avais le besoin de le partager. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous autres. Bye bye.